moi, tout a commencé en 1998, plus particulièrement le 1er février 98. C'est une date qui va être marquante à vie dans ma vie. On a diagnostiqué mon fils d'un lymphome lymphoblastique de stade 3 avancé. C'est un terme savant pour dire le cancer des ganglions. François Carl avait 5 ans et demi à l'époque et on embarquait dans une grande galère. Cette journée-là, à l'hôpital Saint-Justine, quand on nous a annoncé le diagnostic, on était tout près de 40, ma famille et moi, pour avoir les résultats des tests. Tout de suite, vous allez comprendre un peu plus loin, tout de suite, on a vu qu'on ne faisait pas partie de la norme. Et les médecins ont également vu qu'on ne faisait pas partie de la norme. Quand ils ont vu les gens qui étaient là pour le diagnostic, les questions qu'on posait également et le plan de match qu'on s'est donné. Parce que cette journée-là, la première chose que tu réalises, c'est que peu importe ce que tu vaux, peu importe qui tu es, le cancer frappe n'importe qui. Les Blancs, les Noirs, les Chinois, les riches, les pauvres, les enfants, n'importe qui. Et tu es sur le même pied d'égalité que tout le monde. Et cette journée-là, on a aussi réalisé que si nous avait dit 500 000, on va prendre l'avion, aller chercher un vaccin au bout du monde, puis revenir, on aurait tout hypothéqué, puis on y aurait été. Cette journée-là, c'était pas ça. Voici le diagnostic, c'est 108 semaines de traitement intensif de chimiothérapie, plus 5 ans pour parler de rémission et de guérison éventuellement. Et il nous donne un protocole qui est tout prêt, c'est un document qu'on a signé, qui est à peu près de 15 pages, que tu dois signer rapidement parce qu'on doit commencer à traiter rapidement parce qu'il y a une masse volumineuse au niveau des poumons. Et ce document-là, c'est les effets secondaires des traitements. Parmi les effets secondaires, les 2 derniers, c'est peut causer la mort et un risque de développer un deuxième cancer. Mais toi, tu vends des bananes et tu achètes des bananes. Donc, tu ne connais rien à tout ce qui est technique et tout ce qui est médical. La seule chose que tu peux faire, tu signes le protocole, tu le donnes au médecin, puis tu dis « Guérissez mon enfant ». Nous, on va l'aimer, on va l'entourer, puis vous autres, guérissez-le. À partir de ce moment-là, du 1er février 1998, on est embarqué dans une galère. Et moi, je suis une fille qui est contrôlante, qui aime avoir le contrôle sur tout. Je suis VP Finance de notre groupe. Et à partir de ce journée-là, le médecin m'a dit « On va vous prendre en charge ». Je lui réponds « S'il y a une chose que j'ai horreur dans la vie, c'est de me faire prendre en charge ». Mais là, on n'avait plus de contrôle sur rien. Fait qu'on est arrivé à l'hôpital Saint-Justine le 1er février. Puis on a resté 30 jours consécutifs pour qu'il puisse y faire fondre la masse qu'il y avait au niveau des poumons. Mon fils avait 5 ans et demi à l'époque et il est tombé dans une saga de ponction lombaire, ponction de moelle, tout ce que vous voulez. Et il a été malade. Malade, malade, malade. Effet secondaire des traitements. Et tout ce que vous voulez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de goût qui lui appartient, il n'y a plus rien qui fait, il est malade, il a mal. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on soulage sa douleur. Et nous, à partir de cette semaine-là, il faut comprendre une chose, c'est que la Terre n'arrête pas de tourner, là. C'est que tout doit continuer. Il y a les autres enfants à la maison, il y a les comptes de banque de la compagnie, tout doit continuer. Et cette semaine-là aussi, c'est que tu arrives au département d'oncologie, tu traverses les portes, puis là, c'est les images que tu vois au Téléthon. Puis là, tu te dis, attends, qu'est-ce que je fais ici, là? C'est surréaliste. Et une anecdote qui est, quand les médecins nous ont annoncé ça, moi, je suis descendue en bas, toute seule. Il faisait froid dehors. J'ai traversé les portes de l'hôpital. J'avais pas de bas d'un pied. Je me suis laissée effondrer sur le mur. Puis j'ai fait un deal avec la vie. Puis j'ai dit, tu redonnes la santé à mon enfant, puis je consacre le reste de ma vie à essayer de soulager la douleur des autres enfants. Je suis remontée en haut, puis j'ai dit à mon fils, on va gagner, on ne peut pas perdre. C'est même pas une option. Puis on a commencé comme ça, la saga de l'hôpital Saint-Justine. Et dès le premier mois, moi, je suis une personne qui observe beaucoup, qui analyse, qui regarde. Et j'ai analysé les autres familles, j'ai analysé ce qui se passe à l'hôpital, dans les corridors d'hôpital, et je me suis aperçue très, très rapidement qu'on était un cas à Saint-Justine, dans le sens que des enfants toutes seules, des familles toutes seules, des enfants que les parents n'ont pas le choix de travailler puis qui sont à journée longue toutes seules, la pauvreté, des enfants qui viennent en traitement de chimiothérapie en autobus. J'ai tout vu ça. Et
ça faisait pas mon affaire, là, mais pas du tout. À partir de ce moment-là, je vous rappelais tantôt qu'on était 40 quand on a eu le diagnostic, mais François Carl, il y avait un horaire à l'hôpital, qui allait quand, à quel moment, parce que sinon, on chamboulait tout l'hôpital. On était comme... Écoutez, la boutique de l'hôpital a quasiment fait faillite quand on est sorti de l'hôpital, tellement que nous, on achetait pour tout le département. C'était ça, tu sais, on emmenait des fruits pour tout le département, on emmenait, tu sais, c'était comme... c'est là qu'on s'est aperçu que, attends, on est pourri gâtés à l'os, là, nous autres. Là. François Carl, il y a une liste de personnes qui attendent pour venir voir, qui attendent, qui se battent pour non, c'est mon tour, non, c'est pas ton tour. C'est pas ça, là. Fait on s'est dit comment on peut mobiliser, nous, notre réseau, notre famille, pour essayer de changer un peu les choses. Dès la première année, on a organisé un souper bénéfice. Après 2 mois seulement après le diagnostic de François Carl, on a ramassé 53 000. Ben écoute, c'était tellement boboche que ça en est une honte drastique quand on regarde ça. Mais on a ramassé 53 000. Et on donnait les sous à l'EUCAN. On a donné l'USOL au camp, qui est un organisme qui en aide aux enfants atteints de cancer. Et on a fait ça pendant 3 ans de temps. Mais d'année en année, ça prenait un peu plus d'ampleur. Et la dernière année qu'on a remis les sous, on avait remis dans les 3 années tout près de 700 000 $. Quand j'ai constaté le potentiel que j'avais pour ramasser des sous, que j'avais dans le sens de vendre la cause, comprendre la cause, puis savoir ce que je voulais, on a fait un meeting de famille et on a décidé de mettre sur pied notre propre fondation. Sauf que c'est beaucoup, beaucoup de travail à mettre sur pied une fondation, puis tu décides pas ça du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais avec les sous et tout ça. Et nous, on a été les pionniers, dans le sens que, de un, je dis tout le temps, on vend des bananes, puis on achète des bananes. On est très bons là-dedans. Mais on n'est pas des scientifiques, là. On n'est pas des médecins. Fait que nous autres, tout ce qui est recherche, il faut qu'on sait rien de comment ça fonctionne ou tout ça. Et on a décidé même de mettre sur pied une chaire de recherche. Rien de trop beau. Fondation et chaire de recherche. Donc, on ne se facilitait pas la vie. Et notre chaire de recherche, c'était en génome. Essaie donc de vendre du génome à des gens qui vendent des bananes. Donc, il fallait essayer d'interpréter nos choses pour vendre notre génome et ramasser 1,5 million. Parce que mettre sur pied une chaire de recherche, à cette époque-là, qu'on retourne 15 ans à l'arrière, il fallait que tu cautionnes 1,5 million. Si la fondation ne ramassait pas les 1,5 million, c'était la famille qui devait payer le 1,5 million. C'est sérieux, mettre sur le pied une chaire de recherche. La chaire de recherche porte le nom de mon fils, la chaire François Carl Viau. C'est la première chaire de recherche en oncologie pédiatrique en Amérique du Nord. Le chercheur, qui est Daniel Sinette, c'est un des grands chercheurs au monde, là, puisque le titre de titulaire d'une chaire, c'est le titre le plus honorifique qu'un scientifique peut avoir. Et moi, je savais très bien que 1,5 million, c'est une goutte d'eau dans l'océan pour la recherche. Mais ce que Daniel Sinette m'a expliqué, le plus beau, il m'a dit, Francine, regarde ce que je vais te dire. Prends un lac tranquille, prends une roche, lance-la dans le lac. Qu'est-ce que ça fait? Il y a comme ça l'éclaire. Tu vois plein de vibrations. Ton 1,5 million, c'est à ça qu'il va servir. Il va me donner un levier. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Aujourd'hui, Daniel, son fonds de recherche, il tourne aux alentours de 10 millions. Juste à cause de notre 1,5 million. Et on était vraiment les pionniers. Parce que, il ne faut pas se leurrer, le cancer pédiatrique, ça touche un enfant sur 400. La masse critique pour les compagnies pharmaceutiques n'est pas assez élevée, c'est pas payant. Donc, la recherche n'est pas payante. Et nous, on avait décidé d'aller vraiment dans la recherche pure. Ça, c'est de la recherche, là, comme je vous disais tantôt, du génome. Là. Essaye d'expliquer ça aux monsieur et madame tout le monde. Donc, moi, c'est pas le génome que je vendais. Quand je faisais mes speeches, je vendais le mieux-être des enfants. Améliorer les médicaments, améliorer les traitements, améliorer. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Et notre chaire de recherche et notre fondation, au bout de 2 ans, le 1,5 million était remboursé de par nos levées de fonds. Et c'est comme ça qu'on a fait à tous les années nos soupers bénéfices. On a mis sur pied l'idée des gouverneurs qui paient 1 000 $ par année et que eux autres, c'est quoi leur tâche, les gouverneurs? C'est de vendre la cause. Quand ils sont dans un meeting, quand ils sont dans un autre gala, quand ils sont... Mais regardez, moi, je suis gouverneur pour telle fondation, puis c'est un peu nos ambassadeurs, si vous voulez. Et eux, ben si dans ta business, vous faites un tournoi de golf, peut-être qu'on devrait le donner à notre fondation cette année, et toutes des choses comme ça.
Et ça a fait du chemin. Et après qu'on ait eu fini de financer le 1,5 million, moi, François Carl, durant ce temps-là, était toujours en traitement, toujours aussi impliqué à l'hôpital. Et je me suis mis à me rapprocher des familles. Je suis tombée en amour avec tous les enfants là-bas. Et je me suis mis à faire de l'accompagnement auprès des enfants en fin de vie. C'est venu naturellement. J'ai aucune formation là-dedans. Mais je me suis aperçue, on peut y croire ou non, je le dis souvent, je suis un peu ésotérique, mais je suis profondément convaincue d'avoir un don pour ça. Et je suis capable de dealer avec la mort d'un enfant. Là, j'en ai eu 17 qui sont décédés dans mes bras. Et toutes les 17 ont une histoire particulière, puis j'étais attachée particulièrement. Il y en a que je suis tatouée de leur nom ici, qui m'ont particulièrement touchée. Puis il y a des enfants parmi eux qui étaient toutes seules. C'est moi qui ai appelé le papa pour dire « Je ne peux pas signer les papiers, vous devez venir. » Puis il est mort toute seule avec moi. Mais ça, on n'est pas au bout du monde. Là. On est au Québec dans les années 2005-2006. Et que ça m'a permis aussi de comprendre que tout ce qui était soins palliatifs à Sainte-Justine, quand on dit soins palliatifs, c'est qu'il n'y a plus aucune méthode curative pour guérir, était très limitée. Et essayer de dire à un hôpital pédiatrique, vous perdez des enfants, c'est quelque chose. Ils sont là pour les guérir. Perdre, c'est comme moi, je perds un gros contrat, là. Eux autres, c'est comme ça, même si, tu sais, mais techniquement parler froidement, non, ils sont là pour les guérir, ils ne sont pas là pour les perdre. Et nous autres, j'ai commencé à discuter comment on peut faire pour améliorer les soins palliatifs. On a donc créé un centre d'excellence en soins palliatifs. Un projet de 1,5 million encore. Et ça l'a permis quoi? Ça l'a permis d'améliorer les soins en fin de vie aux enfants. On a acheté des pompes à morphine, aussi stupides que ça. Une pompe à morphine qui coûte 10 000. On n'avait même pas à Sainte-Justine. 10 000 $, là. On a acheté 5. Et on a acheté 5 pompes à morphine qui contrôlent, l'enfant contrôle lui-même sa douleur. Ça fait toute la différence du monde. Et on a décortiqué comme ça les soins palliatifs. Et aujourd'hui, en 2013, c'est le jour et la nuit entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Ce qu'on a fait également, c'est qu'un enfant qui meurt ne meurt pas qu'au département d'oncologie. Donc, quand je me suis attaquée aux soins palliatifs, j'étais consciente qu'on ouvrait les portes de l'hôpital en entier. Des enfants qui ont le sida, des enfants prématurés, des enfants aux soins intensifs, des enfants grandement handicapés. À tous les étages, il y en a. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire des chambres de fin de vie sur les différents étages de Sainte-Justine. Et de façon volontaire, on ne l'a pas fait au département d'oncologie. Pourquoi? Parce que le département d'oncologie, c'est le Holiday Inn de Sainte-Justine. Tu ne peux pas avoir mieux que tu es là. C'est comme si tu étais dans un hôtel. Par contre, les autres étages, ça laissait à désirer. Donc, on a construit 6 chambres, dont 5 ont été financées par ma fondation et une autre chambre par une fondation qui s'est associée avec moi. Et on a construit des chambres sur différents étages de l'hôpital pour les enfants qui sont en fin de vie. Heureusement, les chambres ne sont pas toujours occupées. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chambres-là? C'est qu'on met des enfants en vacances, des enfants qui sont multi-handicapés, qui sont tout le temps à l'hôpital, on les envoie en vacances dans ces chambres-là. Des petits séjours d'une semaine, puis ça change toute la dynamique. Et on a construit ça, on a vraiment métamorphosé les soins palliatifs. Et je me suis aperçue aussi qu'en faisant de l'accompagnement comme ça, ce qui était très important, c'est le soutien des familles également. Dans un cas comme ça, la plupart des gens, quand ils annoncent que ton enfant est en fin de vie, tu veux arrêter de travailler, tu veux te concentrer qu'à lui. Il y a les autres enfants aussi. Puis, il y a aussi le côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour assombrer, pour, un peu lui faire une petite... Même si je ne suis pas vendue à des causes de dépenser 15 000 pour réaliser le rêve d'un enfant, moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi je ne crois pas à ça? Je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est beau envoyer un enfant à Walt Disney quand il est malade, mais s'il revient et que le frigidaire est vide, on n'est pas avancé, là. Parce que la semaine qui a eu beaucoup de bonheur, s'il y a 50 semaines qui meurent de faim, puis qu'il n'y a rien à se mettre sur le dos, il y a peut-être un équilibre, là. Peut-être au lieu de mettre un budget de 15 000, on aurait pu mettre un budget de 5 000 pour assurer le loyer pendant 1 an de la famille. Je ne sais pas. Je remets beaucoup cette formule-là en question, même si je sais que ça fait du bien à l'enfant. Donc, nous, on essaye de combiner les deux. Faire des petites douceurs. Tu sais, comme, c'est qui ton idole? OK, j'essaie de faire une mobilisation pour que tu puisses le rencontrer. Ou, tu sais, un chandail des Canadiens. Les Canadiens, c'est 3 enfants sur 4, en fin de vie, me demandent un item des Canadiens. Fait que c'est pas compliqué.
Fait que c'est ça, tu développes un lien incroyable avec ces enfants-là. Et il faut que la chimie passe entre l'enfant et moi. Je le sais tout de suite. Je le sais tout de suite quand je rentre dans la chambre, c'est jusqu'à quel point je peux aller avec l'enfant. Parfois, ces familles-là n'ont même pas besoin d'aide financière, ça m'est arrivé. C'est de l'aide de soutien et c'est de... Moi, je deviens l'ami de l'enfant et des fois, c'est moi qui le ramène. Là. Pas parce que ça va pas bien que tu as le droit de crier après maman puis papa, là, ça marche pas, là. C'est pas correct ce que tu fais là. Toutes des petites choses comme ça. Puis des fois, mais comme il y a un couple que je vais toujours me souvenir, monsieur est attaché politique, madame travaille pour la bourse, la petite est diagnostiquée à l'âge de 9 mois. Je les ai connus à travers l'hôpital, tu sais, un peu comme ça a cliqué, moi puis papa. Puis souvent, je lui disais, si tu as besoin de moi, appelle-moi, je suis là. Puis, tu sais, on s'échangeait des courriels, comment va la petite, tout ça. Je les ai aidés une fois financièrement quand monsieur a perdu sa job parce que son député s'était fait battre aux élections. Donc, il a perdu sa job, puis la petite, elle venait d'être diagnostiquée. Je les ai aidés une fois. Mais je leur disais tout le temps, quand tu as besoin de moi, si tu as besoin de moi, appelle-moi, je suis là. Septembre dernier, je suis en meeting, un gros meeting, téléphone sonne, je prends mon appel, c'était le papa. Il m'a dit, tu m'as toujours dit, si j'ai besoin de toi, appelle-moi, j'ai besoin de toi, puis tout de suite. J'ai laissé mon meeting, j'ai dit à ma gang, regardez, je sais qu'il ne me dérangerait pas pour rien, il faut que j'aille à l'hôpital. Quand je suis arrivée dans la chambre d'hôpital, il devait prendre la décision de débrancher la petite ou non. C'est pas une famille, c'est une famille très équilibrée, très bien entourée, 2 familles solides mais il y avait besoin de quelqu'un d'extérieur qui lui dise « Vous prenez la bonne décision ». Je suis rentrée dans la chambre, on s'est assis, puis j'ai dit « Regardez, vous me demandez mon opinion, moi je la laisserai aller, elle est fatiguée. Mais je vais comprendre votre choix, mais vous me demandez. » Ils ont fait venir les médecins, on l'a débranché, puis 10 heures plus tard, elle était décédée. Mais ça, pour moi, je me dis, quand tu as un appel comme ça, c'est parce que tu as fait une maudite bonne job. Tu sais, tranquillement, tu as fait le chemin. De loin, j'ai jamais été chez eux, j'ai jamais, tu sais, mais je savais de loin. Puis la dernière personne qui voulait avoir le dernier accord, probablement que leur décision était prise. Ils voulaient juste être certains. Puis c'est la plus grande décision de leur vie. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. C'est ça qui me tient grounded. C'est le terrain que je fais. Des fois, je peux être... quand je perds un enfant que j'accompagne, je connais mes limites. Je sais que je suis capable de me retirer. Que je dois me retirer parce que c'est trop. Il y a une semaine, j'en avais perdu 2 dans la même semaine. C'était trop. J'ai arrêté pendant 2-3 mois. Puis je me dis tout le temps, je le fais plus, c'est trop dur. Mais là, j'ai un coup de foudre pour un autre, puis c'est parti, on part la galère, c'est la même chose. La semaine passée, juste pour donner un exemple, je devais accorder une entrevue à la presse. J'étais en plein tournage, j'ai reçu un appel. C'était l'hôpital. Un médecin qui m'appelait et me disait « Francine, il y a une maman qui m'a donné ton numéro de téléphone. Elle veut que tu viennes. Le petit vient de décéder, puis toute sa famille était à Montmagny, puis monoparentale, toute seule au monde. Puis elle dit, c'est toi qu'elle veut. Fait que là, j'ai dit aux journalistes de la presse, garde, de 10 minutes, finis ton entrevue, tu claires tes affaires, puis foute le camp. Moi, je m'en vais à l'hôpital à m'attendre. Quand je suis arrivée à l'hôpital, la maman, elle n'était pas rentrée dans la chambre parce que le petit est mort à l'espace de 2 heures d'un code bleu qui veut dire urgence. Ils ont essayé de le réanimer, puis ça n'a pas marché. Mais le petit était très malade, il était vert comme Shrek, là. C'était comme... Mais quand on est arrivé, elle n'était pas retournée dans la chambre. C'est moi qui est rentrée dans la chambre avec elle. T'sais, puis le premier contact avec l'enfant qui était décédé, je l'ai pris, je l'ai mis dans ses bras, on l'a versé ensemble. Tout ce contact-là, mais la maman, c'est pas mon amie intime, mais je réalise qu'elle va se souvenir de moi toute sa vie. Les moments les plus durs de sa vie, c'est avec moi qu'elle les a vécus. En tête à tête dans une chambre d'hôpital. C'est une grosse responsabilité en même temps. Puis tu peux pas être pas vrai. Tu comprends? Tu peux pas leur conter de la Chine. Tu sais, ça se sent, ces histoires-là. Là. Ça se voit, ces histoires-là. Puis les parents le sentent. La maman, elle le sentait. Puis elle savait le temps que sa famille descende de Montmagny. C'est 3h30 de route. T'en fais du chemin, là. Faut que tu patines, là. Faut que, tu le berces, puis garde... puis tout ça. Puis le plus beau témoignage que j'ai vécu quelque chose de très beau cette journée-là. Parce qu'il y avait un médecin qui était dans la salle. Puis ce médecin-là, je l'ai côtoyé, mais j'étais pas aussi proche de lui que de tous les autres médecins de Saint-Justine, parce que finalement, je suis connue comme Barabas en pension là-bas.
En plus d'être fine, j'emmène des chèques. Fait que ça l'aide aussi beaucoup à être fine. Faut pas se leurrer, là. C'est même la game, là, tu sais. Mais j'ai une très belle écoute parce que normalement, s'ils veulent, j'ai pas le droit de faire ce que je fais. J'ai aucune formation, moi. Il aurait pu dire, regarde, tu fais quoi ici, toi, là? Tu sais, il y en a tellement de charlatans out, là. Mais là, maintenant, c'est rendu que c'est eux qui m'appellent. C'est une grosse crédibilité qui a pris des années à bâtir. Qui a pris, quand elle dit quelque chose, elle le fait. Quand elle fait quoi, elle livre la marchandise, tu sais. Et puis, tout ça pour dire que ce monsieur-là, ce médecin-là, il était au pied du lit. Et la maman était partie aussi banale enlever ses verres de contact parce qu'elle avait trop braillé. Puis on était toutes seules dans la chambre. Puis il m'a dit, Madame Laplante, j'ai dit oui. Il dit, regardez-moi. Je me suis tournée, puis je tenais la main de l'enfant dans le lit, puis il m'a dit, regardez mes cheveux blancs. J'ai dit oui. Il dit, ça fait 30 ans que je suis médecin. 30 ans que je déambule dans le corridor d'hôpital. Puis d'une dame comme vous, j'ai jamais vu ça. Il dit, on le sait que c'est vrai. C'était ses seules paroles. Puis après, il est sorti, puis il est parti. C'est un peu, tu sais, tu te dis, tu sais, j'ai fait la job, là. Tu sais, c'était comme, t'as pas besoin de plus que ça, tu te dis, on fait la différence à quelque part, tu sais. Nous, quand on a décidé en 2002, on a fait notre réunion de famille, puis on s'est dit, on a réalisé qu'on avait une capacité, comme je disais, de ramasser beaucoup de sous. On s'est donné comme, c'est devenu aussi important pour nous, notre fondation, que nos compagnies. On est grossiste en fruits et légumes, on est un des plus grands importateurs de fruits et légumes au Québec, et on a plusieurs autres compagnies. Mais nous, la fondation, prenait un peu le dessus sur tout. Et on s'est dit, c'est notre mission sociale. Moi, je suis le bébé d'une famille de 12 enfants. Et je suis le VP Finance. Donc, je suis le boss des bécosses. OK? Je suis la matante fatigante qui est moralisatrice. Regardez, j'ai le rôle vraiment ingrat un peu tout le temps. Mais par contre, on est une famille, c'est très, très, très serrée. Et quand on a décidé de mettre sur pied cette fondation-là, on le savait que c'était gage de succès parce qu'on y mettrait autant de cœur dans notre fondation qu'on a mis du cœur à bâtir notre business. On est parti à zéro dans le business, zéro comme zéro, là. Et on a monté le chiffre d'affaires en l'espace. Pourquoi? Parce qu'on travaillait 24 heures sur 24. Puis quand on ne travaillait pas, mais on travaillait encore, puis c'est comme ça que ça fonctionnait. Et on a produit un peu la même chose dans notre fondation. Et nous, c'était... Où est-ce qu'on a 2 employés? Où est-ce qu'on a 2 employés, ça en prendrait 6, mais on en a 2 pour la faire parce qu'il faut qu'on coupe partout pour arriver à offrir le plus grand service. On a reproduit la même chose dans notre fondation. Donc, ce qu'on voulait, c'était 0 d'administration. Donc, personne n'est payé dans la fondation et aucun frais d'administration, frais de loyer, frais de téléphone, ça n'existe pas dans la fondation. Et on s'est dit, c'est ça qui va faire la différence pour nous. Mais ça l'implique beaucoup. Au début, notre fondation, on ramassait 200, 300 000 par année avec notre gala qu'on organise une fois par année et des choses comme ça. Mais il y a une année où on a ramassé 1 million de dollars. Et ça, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a aucun donateur corporatif. C'est tout. Moi, j'ai tout le temps monsieur et madame tout le monde. À notre gala, une fois par année, il y a 1100 personnes et c'est des monsieur et madame tout le monde. C'est des gens qui te font un don de 100 $, 150 $, 200. C'est long, là, ramasser 7 500 000. Fait que quand tu prends la parole devant, là, faut que tu dises, bien, regardez ce que ça sert, là. On fait ça comme ça. C'est comme ça qu'on le fait. Puis c'est comme ça que je fais mon suivi avec les familles. Puis j'ai constaté ça. Puis moi, je suis une personne qui adore écrire, qui adore donner son opinion. Fait que souvent, je vais envoyer des courriels à toute ma gang, leur dire, bon, cette semaine, j'ai suivi Cody, on a fait ça, 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 ça. Là, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin des billets de hockey. Qui peut m'aider? J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Qui peut? Là, je donne des nouvelles des enfants de temps en temps et des choses comme ça pour que leur exprimer un certain sentiment d'appartenance à mes donateurs. Et ce que ça fait, c'est que ce qu'on essaye de dire également, c'est, bon, moi, je vais vendre la cause et je me fais un devoir d'aller chercher tous les chèques que les gens ramassent. Pourquoi? Parce qu'ils ont déployé beaucoup d'énergie pour le faire. Ça me demande un temps énorme, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail que c'est, mais j'aime ça et c'est une question de respect. Et au fil des ans, bon, tu as un tournoi de golf qui s'ajoute, tu en as un qui fait « Ah, lui, je donnais à lui, mais maintenant, je vais le donner à ta fondation, ou on va créer une marche, ou on va créer une... » C'est tout ça qui fait que... Mais c'est 0 d'administration. Et 0 d'administration, ça l'inclut quoi? Ça l'inclut qu'il n'y a personne au bout du fil à 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Là. Fait que si tu as un reçu, tu vas le recevoir bientôt, mais peut-être pas demain.
C'est ça que ça veut dire. Mais par contre, le salaire qu'on sauve dans la fondation, on peut aider peut-être 30 familles à une aide financière de 1 000 $ durant l'année. C'est ça, cette formule-là que nous, on a décidé de... Mais quand on a pris cette décision-là, c'était il y a 13 ans, on ramassait 200 000 par année. Là, on ramasse 700 000 – 800 000 et on tient encore à garder ça. Donc, on est un peu victime de notre succès, mais ça, c'est pas touchable. On ne veut pas y toucher. Fait que tous les gens qui travaillent dans la fondation, c'est nos employés. C'est par la porte, c'est notre technicienne entre deux dossiers. C'est comme là, on est en pleine préparation de notre 16e gala. C'est du travail à temps plein. Organiser 1100 personnes, le décor, la gestion des billets, la gestion des artistes, la gestion des reçus. C'est un travail à temps plein. Mais ces employés-là sont payés à travers nous. C'est comme notre... pour nous, le groupe Chenaille, juste l'organisation, juste la fondation, c'est un don annuel d'environ entre 100 et 125 000 par année. Facilement, sans compter notre temps. Là, on compte, moi, mon temps, je n'ai jamais compté mon temps. Là. Quand je me déplace à l'hôpital, puis que le stationnement, c'est 25 $ la shot, là, regarde, ça fait partie de la game, de ma game. T'sais. Mais c'est ça qui fait la différence. Puis ce qui fait la différence, je pense, c'est le terrain qu'on fait. Souvent, il y a des familles qu'on a accompagnées. Les parents travaillent pour nous maintenant. On a deux employés dans l'entrepôt que on a accompagné famille. La réceptionniste chez Chenaille, on a accompagné son enfant. Ma gérante chez Strong C'est Bon, j'ai accompagné son enfant avec elle. Souvent, on va intégrer les familles dans nos groupes après. Et c'est ça qui fait un peu la différence. C'est le terrain que je fais et qu'après, j'essaie de verbaliser à mes gouverneurs et que je dis, moi, je pense qu'on devrait aller dans cette direction-là. Et en 14 ans de fondation, j'ai aucun gouverneur qui a remis en cause un de mes projets ou quelque chose du genre. Là. Je ne crois pas au mot guérison. Moi, ma bataille, mon cheval de bataille, si un jour je gagnais à l'Automax, ce serait de faire une bataille pour que quand tu es diagnostiqué d'un cancer, c'est une maladie chronique. Moi, je suis profondément convaincue qu'un cancer ne se guérit pas totalement. Ça ne réjouira pas personne, là, ce que je vais dire là. Par contre, j'ai trop vu de familles se réjouir rapidement d'une guérison qui n'était pas guérison. Et un cancer, tu dois apprendre à vivre avec ça. Tu peux être en rémission 35, 40, 45 ans, mais tu es en rémission. Tu n'es pas guéri. Et j'ai des discussions assez profondes avec les médecins et les scientifiques qui me disent « Non, 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 non. » Moi, je leur dis « Oui, 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 oui. » Mais mes poids et mes arguments, tu sais, écoute, ça commence à être pas si bête que ça. Ou, tu sais, quand ils te font signer le protocole que je parlais au début de mon entrevue, bien, peut causer un deuxième cancer. Quand on parle de guérison, ils ont guéri le premier, on en développe un deuxième. Tu deviens un nouveau cancer. Fait que tu n'as pas rechuté du premier. Ah, mais on a développé un deuxième. Oui, mais c'est pas le même. Mais on a développé un deuxième. Tu sais, c'est toute cette question-là. Et moi, je trouve que c'est sûr que quand le médecin t'annonce ce diagnostic, il ne peut pas te dire... la première question que tu lui poses, c'est combien il y a de chance. Moi, j'ai dit combien il reste de temps à vivre. Ça peut vous montrer à quel point je suis intense. Il m'a dit « wow, wow, wow ». Mais à partir du moment... Puis encore là, il te donne des statistiques. Moi, il m'avait dit, François Carl a 70 % des chances. La même semaine, on avait une petite Chloé qui avait 85 % qui avait une leucémie. Et je m'en souviens très, très bien parce que j'avais dit à mon mari, pas de danger qu'on aurait eu ça, nous autres. Je m'étais comparée parce qu'elle avait 85, nous autres, on avait 70. Chloé est décédée 9 mois plus tard. Elle avait 85 % des chances, j'en avais 70. François Carl est rendu à 21 ans, moi. Chloé, tu sais, fait que c'est pas des statistiques, un enfant, chaque personne est différente. Puis je comprends, les médecins, ils sont pas pour arriver et dire, regarde, je ne sais pas, on a besoin en tant que parent, mais d'un côté, c'est pas le temps de se compter de la... Tu sais, moi, quand je vois qu'une famille dit, on a fini les 108 semaines de traitement, mon enfant est guéri. Non, tu comprends pas, il n'est pas guéri, mets-toi pas la tête dans le sable, ça va bien aller, une journée à la fois. Tu sais, un jour, il y a un médecin qui m'a dit, et ce médecin-là, j'ai toujours dit, il y a déjà quelqu'un qui a dit qu'il était beau, puis il l'a cru, parce qu'il était très, très sûr de lui. Et c'était très rassurant. Moi, il était rentré dans ma chambre,
pendant que François Cal était en traitement, il avait ouvert la porte. J'étais assise sur le lit avec le papy de mon fils, moi, le papy et mon fils. Il avait dit, Madame Laplante, ses reins sont atteints. Faites-vous-en pas, si ça ne fait pas, on va y enlever, on peut vivre sans rein aujourd'hui. Puis il a refermé la porte. Il m'a annoncé ça dans le corridor comme ça. Mais il était tellement sûr de lui que tu disais, bien, ça a l'air qu'il connaît son affaire. Puis un jour, j'y avais dit, est-ce qu'on peut parler de rémission? Est-ce qu'on peut parler de rémission? Parce qu'il n'avait jamais prononcé le terme rémission avec François Cal. Ça a été long avant qu'il... Là, il m'a dit, écoute-moi bien, qu'est-ce que je vais te dire, là. Il dit, ton fils, là, je peux te le déclarer guéri. Aujourd'hui, tu traverses la rue puis il se fait lutter. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est une journée à la fois. Puis il dit, oublie le mot rémission. Une journée à la fois. That's it. Puis je donne tout le temps cet exemple-là. Cet exemple que... Puis, tu sais, il y a un autre cas aussi où, quand tu es diagnostiqué, tu vis entier à l'hôpital. Tu es tout le temps avec les mêmes familles. Ça devient dangereux également de faire de la projection, tout ça. Et nous autres, on était avec une belle jeune fille, Catherine, que je vais toujours m'en souvenir, Catherine et Nicolas. Et Nicolas, c'est le petit frère à Catherine, et c'est un petit monstre ambulant, tu sais, qui venait avec Catherine au traitement, qui montait partout. Et Catherine et Nicolas avaient papa Charles et maman Élise. Papa Charles venait pas souvent à l'hôpital, plus ou moins présent, Et maman Élise, elle en arrachait un peu avec Catherine et Nicolas. Tu sais, tu voyais que c'était pas facile comme... tout ça pour dire qu'on voyait que c'était difficile, tout ça. Mais Catherine, tu sais, ça passait. En 2006, on écoute un reportage d'Enjeu, la veille de Noël. C'était cette famille-là. Je dis à Dominique, mon mari, viens voir, c'est la famille de Catherine. Ah, que je suis contente, Catherine était belle, rayonnante. Et le papa fait un peu un coming out en disant, écoutez, j'ai pas été présent, j'ai pas accepté la maladie, j'étais pas là, puis tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est à quel point je regrette de ne pas avoir soutenu ma fille, mon fils et ma femme. Elle dit, regardez, aujourd'hui, la vie nous donne une deuxième chance et tout ce que tu veux. Puis j'étais tellement contente pour elle, c'était du bon monde, tu sais. C'était en décembre 2006. En janvier 2007, je reçois un appel de mon amie qui travaille à la salle de jeu d'hôpital, puis elle me dit, Francine, la famille d'Élise est ici. J'ai dit, c'est pas vrai, là. Pas Catherine qui est en rechute. Elle me dit non. Elle dit, c'est Nicolas qui a eu un accident de ski. La maman le filmait pendant qu'il descendait. Il est planté sur un arbre. Il est branché. Puis ils sont en train d'y enlever sa moelle pour la congeler en cas que Catherine congèle. Ils l'ont débranché. C'était Catherine qui était malade, Catherine qui avait, puis c'est Nicolas qui s'est planté d'un ski, puis il est décédé. Moi, je dis tout le temps aux gens dans mon gala ou quand je fais des conférences, c'est « you never know ». Vous ne savez jamais à quel moment. Un enfant sur 400. Puis comme je disais, le cancer, la seule chose qui est juste avec lui, c'est qu'il ne fait pas de discrimination. Peu importe c'est qui, quand il a le goût de frapper, il frappe. De quelle intensité, il s'en fout, il frappe comme il veut, quand il veut. Puis comme c'est là encore, il fait pas mal que ce qu'il veut. T'sais. Fait que si on se... moi, j'y crois beaucoup à la mobilisation, au changement, aux petits pas qu'on fait ensemble qui deviennent des gros pas, là, t'sais. On va-tu en venir à bout du cancer? Je sais pas. Sincèrement, j'aimerais vous dire oui et hors de tout doute raisonnable. Moi, je crois beaucoup à l'impact dans l'environnement. Je vois beaucoup... quand François Cal a été diagnostiqué, nous, on habitait la Rive-Sud, où il y a les plus belles terres agricoles. Il y a eu 3 cas de lymphome dans la même année. Mais c'est les insecticides. Moi, j'y crois beaucoup à ça, à l'environnement. Des enfants qui viennent au monde avec une leucémie, c'est pas normal. Les tumeurs cérébrales, qu'il y en a de plus en plus, c'est pas normal. J'aimerais ça pouvoir dire que oui, un jour. Par contre, ce qu'on peut concrètement réaliser, c'est que les traitements sont de plus en plus efficaces, de moins en moins d'effets secondaires, parce que dites-vous bien, on les guérit, mais à quel prix? S'il est tout croche dans un lit, on ne l'a pas guéri, là. Enlevez-vous ça de la tête, là. Moi, ma façon de voir les choses, tu sais. Et c'est qu'ils souffrent moins, qu'ils peuvent avoir une vie plus normale, qu'ils peuvent retourner à l'école après rapidement, que les ados peuvent poursuivre, avoir des rêves et tout ça. C'est ça aussi le progrès, tu sais. Mais j'aimerais ça pouvoir vous dire que oui, on va y arriver, mais il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, là. Oui. On n'est pas sorti du bois. C'est pour ça qu'il faut donner? Oui. Oui, et c'est pour ça qu'on fait notre gala une fois par année. Et c'est pour ça qu'il y a 1100 personnes. Et c'est pour ça que c'est une logistique incroyable. Et c'est pour ça que le gala, c'est un peu la clôture de ce qui s'est passé durant l'année.
Et le gala fait en sorte que, moi j'ai toujours dit, tu sais jamais qui est assis à côté de toi, tu sais jamais ce que cette personne-là a vécu, ce qu'elle va vivre, tu sais jamais qui connaît qui. Et des fois, dans la salle, tu as quelqu'un qui décide, qui fait un tournoi de golf et qui, l'année d'après, te remet un chèque de 75 000. Ça n'en prend pas 100 000, là. Ça en prend un que tu as tombé, puis qui a commencé à croire en toi, puis qu'il te voit aller depuis des années, puis que, il a vu là, il a vu ça, puis qu'il a décidé cette année que c'était toi, puis que ça fait la différence. Tu sais, je vais conclure là-dessus, il y a un gouverneur dans ma fondation, quand François a été diagnostiqué en 98, c'était mon cambiste. Il travaillait pour les Caisses populaires des Jardins et j'achetais mon US de lui. Et à tous les matins, tu sais, moi, je ne sais pas le temps de niaiser, c'est 100 000 qu'on a besoin, book-moi 100 000, merci, bonjour. Quand François est tombé malade en 98, je lui parlais à tous les jours, puis il savait de par mon ton de voix comment ça allait. Puis, tu sais, j'avais pas besoin de dire que ça marche pas le matin, là, tu sais, c'est 100 000, let's go, puis il me demandait tout le temps comment va François, tout ça. Quand on a décidé de mettre la fondation sur pied, il est devenu un des premiers à devenir gouverneur, à payer son 1000 $, puis il me disait tout le temps, je lui disais, viens au gala, viens voir qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Une année, j'ai réussi à le convaincre, viens au gala, viens voir ce qu'on fait. Le lendemain du gala, le lundi du gala, il m'appelle, il me dit, là, écoute-moi bien, là, je vais te donner tous les chèques que tu veux, là, je ne remets plus les pieds à ton de gala. Je suis une vraie tapette. J'ai pleuré tout le long. Je ne sais pas comment vous faites, mais je ne veux rien savoir de ça. Je vais te donner l'argent, je vais te soutenir, je vais faire tout ce que tu veux, mais tu ne me referas plus jamais vivre ça. OK, puis il reste mon ami. On y avait des atomes crochus. Au mois de décembre, je suis dans les funérailles d'un jeune homme que j'accompagne. Je suis sur Papineau, pas loin de Sherbrooke, l'église qu'il y a là. Je suis là, il fait froid, c'est un samedi matin. Je sors de l'église, mon téléphone cellulaire sonne. Je prends le message. Francine, c'est André. J'ai dit, ouais, samedi matin, qu'est-ce que tu fais? J'étais à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais là? Il vient de diagnostiquer ma petite, elle a une tumeur au cerveau. Sa petite est décédée 14 mois plus tard. Le même gars qui me disait, je ne serai jamais capable. Il a été un père exceptionnel. Lui a eu la chance d'avoir un employeur incroyable, qui était Desjardins, qui lui ont dit, t'arrêtes. Va t'occuper de ta fille, puis tu reviendras. Et il s'en est occupé, là. Il l'a vu parce qu'une tumeur au cerveau, ça déforme ton enfant. Elle devient, tu sais, puis les chances de guérison sont... C'est difficile. Il l'a accompagné jusqu'au dernier jour. Fait que, tu sais, quand tu dis, je donne souvent cet exemple-là parce qu'il disait tout le temps, comment tu fais? Comment tu fais? Je ne serais jamais capable. Mais tu sais, quand les gens me disent, t'es courageuse, non, le courage, là, c'est quand tu choisis d'escalader une montagne. Puis tu dis, je pars et j'ai le courage de la monter. Quand tu as une situation qui t'est imposée, puis en plus, c'est ton enfant, il n'y a pas de courage là. Tu sais, garde, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on le guérit, puis ou on le soigne, puis on... Mais j'aime beaucoup donner cet exemple-là, parce que de un, il était là l'année passée, il était là, puis du jour au lendemain, c'était lui, comme ça. Pourquoi comme ça? Je me dis tout le temps, tantôt je parlais de mon côté ésotérique, là. Il n'y a rien qui arrive pour rien, là, tu sais. On a beau dire, moi je sais profondément que je ne serais pas la femme que je suis devenue si je n'avais pas fait ça, là, tu sais. Puis ça cause aussi un autre problème. Je ne suis pas du monde, là, moi, là. Pas facile d'avoir Francine Plante dans sa vie, là. Moralisatrice, la madame, là, où tu peux-tu te réveiller, là, ton petit crise de problème de si ça, c'est pas un problème. Viens avec moi à l'hôpital, moi te montrer c'est quoi des vrais problèmes, là. Je dis tout le temps aux gens, toutes les fondations sont bonnes, ils ont toutes une raison d'être. Malheureusement, la mienne est meilleure. Moi, je le vois sur le terrain, je le constate sur le terrain, tu sais. Moi, je sais que quand je donne un chèque de 2 000 à une famille ou que j'ai soutenu le centre d'excellence puis que je vois les résultats, que je vois un courriel qui passe que Madame Laplante, on était dans votre chambre en soins palliatifs, ça fait toute la différence. Parce que nos chambres en soins palliatifs, là, tu sais, quand les enfants, les mamans accouchent puis qu'on le sait que le bébé va décéder dans les 10 prochaines heures, ils les font accoucher dans mes chambres pour qu'ils puissent vivre avec l'enfant les 10 heures. C'est tout un côté, tu sais, je me dis, tu sais, on est un peu aussi devenu la Fondation 911 dans le sens que j'ai le pouvoir décisionnel de dire cette maladie-là, c'est une maladie orpheline, il y a un cas sur 100 000, il n'y a pas de fondation qui les aide. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau,
comment je pourrais dire? Je pense que c'est important de le préciser, ça, parce que j'ai dit tout le temps à mes gouverneurs, un jour, si on m'arrête, vous allez m'emmener des oranges en prison, parce que j'ai un peu dévié de la charte de la Fondation, qui est la recherche pour le cancer pédiatrique. Mais moi, tout ce qui touche cancer pédiatrique de près ou de loin, pour moi, c'est ça. T'sais. Donc, c'est ça. Le conseil d'administration, c'est moi, ma nièce et moi. Donc, on ne s'ostine pas trop souvent. Et par contre, mes références, c'est toujours au niveau médical. C'est les médecins, c'est les chercheurs. J'ai toujours un OK de, ou si j'aide une famille, souvent, ce qui arrive maintenant, c'est qu'on a tout près de 175 gouverneurs. Des fois, c'est la famille d'un gouverneur ou quelque chose qui me réfère un enfant. Et là, je fais un peu d'investigation des enfants. Puis l'aide se fait entre 24 et 48 heures, généralement. Puis malheureusement, on paie de plus en plus de funérailles à des familles parce que, veut pas, c'est beaucoup de sous. Il n'y en a pas de sous, là, donc... Fait que, qu'est-ce que je vous dirais pour vous convaincre de donner? C'est, je pense qu'on fait la différence. Et quand je doute qu'on fait la différence, des fois, je suis fatiguée. Je pense que ça fait 728 fois que j'annonce ma retraite. Puis je ne la prends jamais. Puis quand je doute qu'on fait la différence, je retourne à l'hôpital. Puis je le constate sur le terrain. Puis là, je suis correcte pour un bout. Ouais.